Aujourd'hui, on se penche sur un contraste absolument fascinant au cœur de ce récit. D'un côté, on est en plein dans les codes survoltés de la pègre, avec des enjeux monstrueux et une tension constante. Mais de l'autre, on plonge dans une vulnérabilité d'une profondeur inattendue chez notre protagoniste. Le texte que l'on décrypte nous montre comment des choses super banales du quotidien peuvent déclencher des bouleversements psychologiques majeurs. C'est un voyage hyper captivant, un mélange parfait entre la noirceur des bas-fonds et l'innocence la plus totale. Comment une simple séance de shopping pourrait-elle bien sauver l'âme d'un assassin? Sur le papier, c'est vrai que l'association de ces deux concepts a l'air complètement absurde. La légèreté des cabines d'essayage face au passé ultra lourd d'une ancienne enfant soldat. Ça crée un choc. Et pourtant, c'est très exactement dans cette contradiction que réside toute la beauté de l'histoire. L'enjeu ici, ce n'est plus de savoir manier une arme, c'est de réapprendre à vivre. Mais pour bien saisir l'ampleur de cette transformation, il faut d'abord qu'on regarde le chaos total qui entoure ce personnage. Partie 1. Un héritage vertigineux. Jetons un coup d'œil à cette fortune et à ce chaos externe. Alors, le décor de ce chaos est planté de manière assez magistrale. On a l'ouverture en fanfare du restaurant chinois Q&Wei, pile à côté du fameux Katsai. C'est le paravent idéal, mais ça crée tout de suite une zone de tension maximale. On a le vieux Chen, l'ancien chamblant qui débarque soi-disant en vacances pour veiller sur Shanging. En réalité, il passe ses journées à repousser les provocations musclées de la pègre locale. Et au milieu de ça, on a des touches très drôles comme Sin Hong obligé de faire le service, littéralement traîné de force par Umibozu. Bref, toute cette folie extérieure vient percuter de plein fouet le quotidien de Ryo Saeba, qui se retrouve complètement dépassé par les événements et par les menaces qui rôdent. Bon, plongeons-nous là-dedans. Le budget annuel de Taïwan, ce n'est pas une image, c'est très littéralement l'équivalent du patrimoine que Qiande a laissé sur son testament. Et l'intégralité de cette fortune colossale atterrit directement entre les mains de Qianning. Du jour au lendemain, la voit la propulser héritière au centre d'un enjeu financier tellement dingue que ça en devient presque abstrait. Imaginez un peu la pression. C'est un fardeau monumental posé sur les épaules d'une gamine qui découvre à peine ce que le mot liberté veut dire. Évidemment, avec un pactole pareil, les réactions de l'entourage ne se font pas attendre. Et c'est la panique à bord, surtout pour Ryo. Sa peur se joue sur deux tableaux. D'abord, il y a la menace bien réelle de ce que le texte appelle les vautours de Shinjuku. Ces criminels de l'ombre prêts à tout pour s'emparer du magot. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette angoisse terrible de voir ce trésor inestimable s'évaporer bêtement à cause de l'incompétence de ses propres ailiers. Ce cocktail d'anxiété générale est super intéressant, surtout quand on le compare au détachement le plus total de la principale concernée. On passe à la partie 2, le fossé de l'assassin. Regardons de plus près la déconnexion psychologique d'un enfant soldat. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on quitte l'agitation des millions et les complots pour zoomer sur quelque chose de beaucoup plus intime, le grand vide intérieur de Xiangying. Face à cette vulnérabilité silencieuse, le vieux Shen s'improvise papa longue jambe. Il sait parfaitement que Xiangying n'a absolument aucune notion de la vie normale. Il endosse donc ce rôle de protecteur de l'ombre. Il a vite compris que le plus grand danger pour elle, ce n'est plus la mafia, mais sa propre incapacité à fonctionner en société. Il met donc en place, l'air de rien, une véritable stratégie de rééducation. Et le contraste qu'il a défini à ce moment-là est juste tragique. D'un côté, on a l'assassin, une fille qui ne possède qu'une seule et unique tenue, qui se coupe les cheveux au couteau par pur réflexe et qui ignore même qu'une fleur a besoin d'eau pour survivre. C'est déchirant quand on y pense. De l'autre côté, on a l'héritière, la propriétaire d'une richesse hallucinante qui doit impérativement s'intégrer à la société. C'est un grand écart psychologique qui est à la fois saisissant et extrêmement douloureux à observer. Pour l'aider à s'intégrer, le vieux Shen demande à Saeko de lui apprendre les bases de la mode. Sauf que le traumatisme de la jeune fille est tellement ancré que ça fait d'abord un flop monumental. Xiangying ne voit absolument pas ses vêtements comme de la mode. Pour elle, c'est purement et simplement l'attirail d'une nouvelle mission de meurtre. C'est un bétail qui fait froid dans le dos. Tout ce qu'on essaye de lui apprendre sur la vie en société est immédiatement traduit par son cerveau à travers le seul prisme qu'elle connaisse, la guerre et les tactiques militaires. Partie 3. Une leçon d'humanité. Abordons le pouvoir transformateur d'un sourire et d'un battement de cœur. Et ça illustre brillamment ce qui constitue le vrai pic émotionnel de cette histoire. Ce qui n'était au départ qu'une mission pour habiller une héritière se transforme en un démontage en règle de ses conditionnements d'assassin. C'est ce fameux effet fashion, ce pouvoir presque magique qu'a la mode de déclencher le sourire bienveillant d'un parfait inconnu. En portant des vêtements normaux, Xiangying se prend de plein fouet une force bien plus puissante qu'une arme. Pour la toute première fois, elle interagit avec le monde sans aucune notion de peur, de survie ou de violence. C'est une simple gentillesse humaine, gratuite, qui la bouleverse complètement. Bien sûr, le retour à la normalité ne se fait pas sans quelques ratés. C'est même hyper touchant et souvent très drôle de voir cette famille de substitution galérer au quotidien.
Saeko passe son temps à reprendre Xiangjing sur son vocabulaire de soldat. Quant à Ryo, il découvre la complexité monumentale de son nouveau rôle de père célibataire, et ça l'agace pas mal. Mais malgré les maladresses, ils essayent tous, avec énormément de patience, de construire un pont entre le passé très sombre de cette jeune fille et son avenir. Le point crucial, c'est donc cette transformation qui s'opère tout au fond d'elle-même. Au milieu de ce quotidien un peu chaotique, l'aboutissement de son évolution prend la forme d'une émotion d'une profondeur absolue. À travers le cœur transplanté de Kaori, Xiangjing ressent soudainement une douce chaleur maternelle. Ce ressenti intime vient donner tout son sens à la séance de shopping qu'on croyait si superficielle. C'est la découverte charnelle de l'amour, pure et salvatrice, qui vient enfin remplacer la froideur de son ancienne vie de tueuse. Alors, on en vient se poser la question, le véritable héritage de Zhang Ying, est-ce que c'est cette fortune astronomique qui met tout Shinjuku en ébullition, ou est-ce que c'est cette capacité toute nouvelle et presque miraculeuse d'aimer et d'être aimé? Ce récit nous rappelle de manière magistrale que guérir d'un tel traumatisme, ça ne s'achète pas avec des millions. Ça passe par l'empathie, par la présence d'une vraie famille de cœur et par la chaleur d'un simple sourire. C'est une réflexion poignante qui nous pousse à nous demander ce qui définit vraiment notre humanité. Et c'est bien la preuve qu'il faut toujours creuser sous la surface de ces œuvres pour en capter toute l'essence.